Donc Patrice, vous savez, est associé depuis juin dernier, donc vous savez tout à peu près sur lui, à part que moi je l'ai connu, il avait à peine 16-17 ans, il était le petit dernier du voisin du dernier étage, euh, à l'époque du 146 rue Gallieni. Et, euh, et, euh, et donc je l'ai retrouvé par hasard, je ne le reconnaissais plus, mais quand il y a un vieux coster. J'ai connu un vieux coster au 146 rue Gallieni. Ah bah c'était mon père. Donc on a pu refaire le lien. Ce qui est génial, c'est qu'il a une mémoire effrayante des noms. À l'époque, il savait que mon père s'appelait Viot Coster. Il l'a déjà oublié. Non, moi j'ai toujours appelé Monsieur Vieux Coster. Et alors, je vous rassure, Jean-Christophe passe encore après moi. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas fini de descendre. Alors, moi, je vais vous parler. Pour ceux qui étaient là au mois d'août, je vous avais parlé pas d'entrepreneuriat, mais de musique. Et en fait, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler pas d'entrepreneuriat, mais de bateau. Mais en fait, d'entrepreneuriat. Vous connaissez tous un bonhomme qui s'appelle Éric Tabarly. J'espère que vous le connaissez. Il a écrit des mémoires, Mémoires du large. Rien que ces mémoires sont une aventure entrepreneuriale. Pour la petite histoire, il a écrit ces mémoires parce qu'il n'avait pas d'argent pour lancer un bateau. Donc en fait, pour trouver de l'argent pour lancer un bateau, il a commencé à écrire. Mais c'est absolument passionnant parce que ça raconte la vie, sa vie, et on découvre le profil de quelqu'un un peu hors pair. Tabarly, c'est quelqu'un qui ne va cesser, à côté de son activité de skipper, on dit qu'il est le père de la course au large française, à côté de son activité de marin, il a été longtemps marin dans la Marine nationale, il a été dans l'aéronaval, il ne va cesser de se lancer dans des aventures étonnantes, incroyables, et avant même que la première aventure ne soit finie, la deuxième démarrait déjà. Et donc on va parler de cette capacité de Tabarly à être un entrepreneur. C'est un entrepreneur animé par une envie de réaliser quelque chose autour de la vitesse qu'il exprime très très bien lorsqu'il dit « Tout ce qui peut accélérer la vitesse et améliorer les performances d'un voilier dans n'importe quelle mer et avec toutes sortes de vents me passionne. » Et c'est ça le moteur de sa vie du début à la fin. Ça va être vrai dans toutes les initiatives qu'il va lancer autour de la voile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir apparaître, au travers de Pendwick que vous connaissez, quelque chose qui est réellement un motif de sa façon d'entreprendre. Ça va être à la fois la première de ses aventures d'entrepreneur, et en fait, ça va être l'aventure d'une vie. C'est assez intéressant. Le lien avec Melchion est évident pour ceux qui vont repérer les deux dimensions. C'est quelqu'un qui va jongler dans tous ses projets avec une volonté de dépassement permanent, une recherche de la vitesse. Et à chaque fois qu'il atteint le palier de vitesse, c'est un peu plus de vitesse, ou de la vitesse dans des conditions plus compliquées, dans un océan différent, avec des températures, avec des vents, en essayant 2 mâts, un kata, un tri, etc. etc. Et ça va le guider du début à la fin. Et il y a une deuxième chose qui est frappante, c'est ce besoin de liberté qu'il a tout le temps. Il va l'avoir en méta dans l'ensemble de ses projets et au sein de chacun des projets. Il va être le premier à avoir l'idée de quelque chose, il va commencer à travailler sur sa réalisation, il va se faire aider dans la réalisation et ça va aller très très vite et à chaque fois des projets vont aboutir absolument étonnants. Pendwick donc. Pendwick, c'est une aventure assez étonnante. Ça démarre très mal. C'est un bateau que son père a acheté avant la guerre. Il navigue, c'est le deuxième bateau de son père, il navigue régulièrement dessus. C'est un Fife. Pour ceux qui savent, les Fife, c'est des bateaux assez incroyables, avec un dessin sublime, une coque très très belle. Ce sont des bateaux qui ont été produits fin 19e, début 20e, des vraies beautés. Mais avec la guerre, interdiction de naviguer. Donc le bateau croupit littéralement en bord de mer. À tel point qu'après la guerre, faute de moyens, le père décide de le vendre. Très peu de gens intéressés, le seul intéressé est inopinément dégoûté par Éric Tabarly, qui accompagne son père le jour de la visite et qui fait exprès de montrer les trous, de trébucher, de montrer tout ce qui ne va pas.
Et il se rend bien compte qu'il a saboté la vente de son père, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose à faire, mais il n'a pas le début du commencement d'un euro, enfin d'un franc à l'époque, et son père ne veut pas vendre, ne veut pas donner le bateau. Donc, il démarre par un truc très bête. Il s'engage dans la marine nationale et dit à son père, à partir de maintenant, je vais dégager les moyens pour acheter le bateau, vends-le-moi. Le père, faute de moyens, accepte. Il récupère le bateau, tout va bien, et il part. Il part faire son service. Mais entre-temps, démarrer sa carrière de marin. Mais juste avant, il croise un bonhomme bizarre, Gilles Costantini. Gilles et son frère, tous les deux fils de quelqu'un qui avait un chantier naval, juste à côté. Un chantier dans lequel d'ailleurs le bateau avait été entretenu. Et il s'ouvre à Gilles de ce bateau qu'il a récupéré en lui disant « Si jamais je me lance, est-ce que tu m'accompagnes ?» Et tout de suite, Gilles dit « Ah ben oui, oui, avec joie. » Il part de l'autre côté de la Terre, il revient 1 an et demi après, et il emmène Gilles pour extraire le bateau de la vasière dans laquelle il croupissait. Faut se souvenir, hein, il devient propriétaire d'un bateau qui croupit dans une vasière depuis 7 ans, 7 ou 8 ans. Et là, le drame, en sortant le bateau de l'eau, c'est effrayant. La coque est dans un état pitoyable. Sauf à refaire le bateau, il n'y a rien à faire. Et refaire une coque en bois traditionnelle, c'est un échec absolu pour lui, c'est une frustration terrible. Et une remarque de Gilles Costantini sur la beauté de la ligne le secoue, il travaille là-dessus, et à la fin, il se retourne vers Gilles, quelques jours après, en lui disant « Toi qui sais faire des coques avec ces matières acryliques où tu moules une coque moderne, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là, quelque chose à faire ?» Et l'autre lui dit « Tu sais, je fais que des petits bateaux, là tu me demandes de doubler la surface, personne n'a fait des bateaux aussi gros avec cette méthode. » Et tout de suite, Tabarly lui dit moi je pense qu'il y a un truc à faire, et comme ça on pourrait sauver la coque que tu trouves si belle. Et c'est comme ça que ça démarre en fait. Il y a une illumination qui naît du constat d'échec. 3 ans de travail. 3 ans de travail parce qu'à côté, souvenez-vous, il est marin. Il prépare naval, il a des permissions de temps en temps, et chaque fois qu'il revient qu'il part en perme, il ne fait que passer son temps à travailler sur le bateau. Il investit la totalité de ses moyens dans le bateau. Dès qu'il a un petit peu d'argent, ça passe dans la restauration du bateau. 3 ans de chantier, le bateau sort au mois d'août. Il commence à naviguer, sensation retrouvée des navigations d'avant la guerre, il est enthousiaste. Et là c'est le drame. Quelques semaines après, en naviguant un peu fort, avec un vent un peu fort, le mât casse. Le mât casse, le bateau n'est toujours pas payé. D'ailleurs, il faudra encore plusieurs années pour que Gilles Costantini soit intégralement payé. Et il se trouve vraiment dans une situation compliquée. Le bateau est bon acheté. Et là, quelque chose remonte à son esprit. Le résultat d'une de ses balades sur une grève bretonne, un mât en pitch-pin. Le pitch-pin, c'est un bois africain qu'on utilisait beaucoup dans la marine parce qu'il a une très grande résistance. Et il avait vu sur une grève, lors d'une balade, le mât probablement d'une gabarre, un très gros mât. Et il se dit au fond, c'est ça la solution. Je suis sûr qu'avec ça, je peux faire quelque chose. Il trouve le propriétaire du mât, il redessine le mât lui-même, il l'adapte, ça devient le nouveau mât de Penduick. C'est tellement l'aventure d'une vie, souvenez-vous, qu'il va mourir sur ce bateau. C'est un bateau qu'il va garder toute sa vie, qu'il ne va cesser de reprendre, d'améliorer, de restaurer au gré des avaries et au gré des moyens qu'il a pu avoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce bateau, c'est quelque chose de l'ordre de la méthode Tabarly. Et il y a 3 points absolument saillants. On va les retrouver avec Penduick et on va les retrouver après. La première chose, c'est qu'il est possible de se lancer avec peu de moyens. Tabarly a construit, de mémoire, c'est 7 bateaux. Il y a eu 6 Penduick et le 7e n'a pas pu s'appeler Penduick. Il a lancé 7 bateaux, sans avoir le début d'un franc au moment où il le lance. D'ailleurs, souvent, l'idée du bateau suivant germait pendant la construction du précédent ou pendant les tests du bateau, tests parfois grandeur nature en pleine régate, où tout d'un coup, il réalisait que sur tel amur, le bateau n'était pas assez rapide et ce n'était pas possible, ou que pour telle course, le bateau actuel ne conviendrait pas.
Il se lance avec très peu de moyens et systématiquement arrive à avancer. Il arrive à tirer de ce qu'il a la ressource suffisante pour progresser et pour faire évoluer le bateau. Ce qui est extraordinaire, c'est que même ce qui ne relève pas de la ressource, chez lui, devient une ressource. Il a une capacité à voir. On parlait avec Adrien tout à l'heure de la nécessité de regarder, de voir, parce que c'est là qu'on rejoint le réel. Chez lui, c'est phénoménal. Ce mât qu'il trouve sur le bord, de la côte, mais ça va se traduire aussi par des tas d'innovations techniques qui ne sont que du réemploi. Il est le premier à mettre une bulle d'observation sur un bateau pour pouvoir naviguer en pleine tempête sans être gêné par les éléments. Qu'est-ce que c'est que cette bulle d'observation? C'est en fait un dôme d'un avion. Il récupère sur une base un dôme qu'il positionne sur le bateau et ça va être une des innovations, une des multiples innovations qu'il va utiliser. Il va détecter des ressources accessibles, gratuites, disponibles, partout, y compris dans les contraintes. Le plus bel exemple de ça, c'est lorsqu'il doit sortir, je crois que c'est le 2 ou le 3, mais peu importe. Il a envie de faire une régate, le Rorke de mémoire, en Angleterre. La contrainte est extrêmement claire, la ligne au niveau de la flottaison, le bateau doit faire 13 mètres. Et lui se dit que pour le gagner, compte tenu des bateaux existants, sauf à faire un bateau comme les autres, sauf à faire un bateau différent des autres, ça ne peut pas marcher. Il va se casser la tête et il va dessiner une coque tulipée. C'est un très joli mot pour dire une de ces coques, au fond, dont la proue ne remonte pas brutalement, mais au niveau de la flottaison, s'évase pour se prolonger. Il a du coup un pont de 17 mètres pour une coque de 13, il respecte la contrainte. Du coup, il peut mettre 2 mâts de même taille, là où tous les autres ont un grand mât, un petit mât. Résultat, le bateau est surtoilé. Résultat, il gagne la course haut la main. Il la gagne tellement haut la main qu'à posteriori, après coup, les Anglais changent le règlement. Ils le changent pour ne plus permettre ce genre d'agilité, de subtilité. Et voilà, même dans l'usage de la contrainte, il sait voir, il sait détecter une opportunité et faire de quelque chose qui est un obstacle une ressource. Et ce qui est fabuleux, c'est que toute sa vie montre que l'entrepreneuriat est quelque chose de collectif. Certains d'entre vous vont me dire, à juste titre, ouais, le type était un solitaire, il était désagréable. On en parlait avec Arnaud, c'était même un sale type. Il était réputé être très compliqué en termes de relations. Et pourtant, il s'est attaché un nombre de gens depuis le début de sa carrière. Pour chacun des bateaux, les plus grands ont voulu travailler avec lui, y compris en dehors des métiers de la mer. Et ça a été tout le temps. Ça a été jusqu'au dernier bateau, le fameux Pendwick 7, qui s'appelle en fait Paul Ricard. Le Paul Ricard, c'est en quelque sorte le grand-père des bateaux à foil d'aujourd'hui. Il n'a pas le début du commencement, enfin, il n'arrive pas à réunir les fonds, le bateau est déjà lancé en construction. Et heureusement, il y a Paul Ricard qui dit « Mais moi, je vous le paye, votre bateau, c'est exceptionnel, je vous l'offre. » Et du coup, pour la première fois, c'est une rupture dans l'époque de la voile. Il accepte que le bateau ne porte pas le nom qu'il avait prévu, mais le nom du sponsor. Aujourd'hui, vous n'avez plus de bateau qui s'appelle autrement que par le nom du sponsor. C'est vrai sur la construction des bateaux et c'est vrai sur la navigation. Sur la navigation, il lui faut des équipages. Trouver un équipage, c'est compliqué, il faut le payer. La meilleure façon de ne pas payer un équipage, c'est de trouver des gens informés. Qu'à cela ne tienne, il va voir la Marine nationale et leur dit « Donnez-moi des marins qui ne savent rien faire ». C'était l'époque où on formait à la voile tout le monde. Donnez-moi des marins qui ne savent rien faire, je vais en faire des marins chevronnés. Par contre, c'est vous qui les payez. Et tous les grands noms de la voile vont passer, entre guillemets, sur les bancs de l'école de Tabarly. Il démarre avec Kersozon, mais on va entendre Pajot, Desjoyaux et tout un paquet de gens absolument incroyables. Titron Lamezou, mais en fait, il y en a 40. Si on prend la liste des gens qui ont navigué, c'est toute la course au large des années 70 aux années 90. Entreprendre est une aventure collective, ça se révèle en permanence. Je vous invite à lire
Je vous invite à lire parce que même dans les conclusions, même dans des phrases comme ça, on apprend des trucs sur l'entrepreneuriat. L'avantage, c'est qu'on prend des embruns dans la tête, qu'on n'a pas l'impression de bosser, et pourtant, il y a des leçons de vie fabuleuses. Prenez cette phrase, moi, elle m'a vraiment frappé quand je l'ai lue. Le bateau n'est pas, contrairement à ce qu'imaginent certains, la liberté. Naviguer, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. C'est un privilège. La plupart des humains subissent des obligations que la vie leur a imposées. Il n'y a pas d'effort très difficile à faire pour remplacer par le mot entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas, contrairement à ce qu'imaginent certains, la liberté. Entreprendre, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies, c'est un privilège. La plupart des humains subissent des obligations que la vie leur a imposées. Voilà. Mettez-vous à l'école d'Éric Tabarly. Ayez une lecture qui, honnêtement, est très rafraîchissante, très détendante, et voyez les merveilles qu'on peut faire avec peu de moyens, avec des gens qui acceptent d'avancer avec vous, et en étant capable de voir tout ce qui vous est offert pour peu que vous acceptiez de le regarder.